Bon matin sur France 3 Bretagne, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Ensemble c'est mieux. C'est la dernière ligne droite pour les lycéens bretons en terminale. Ils ont jusqu'au 8 avril pour confirmer leurs vœux pour l'année prochaine sur Parcoursup. L'épidémie de Covid-19 en toile de fond risque de guider le choix de certains pour leur avenir. Mais avant, on part retrouver Evan qui s'est rendu ce matin à Saint-Malo. Salut Anne Fantet, bon matin comme tu dis, bon matin à vous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il me semble avoir trouvé ce qui pourrait bien être le cadeau préféré de nos grands-parents. J'ai cité la Gazette Familéo, on va tout vous expliquer avec ses fondateurs, Tanguy et Hermel. Bonjour à tous les deux. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, cette Gazette Familéo, vous la concevez ici à Saint-Malo. Expliquez-nous, c'est une sorte de journal sur mesure pour nos aînés. Exactement, c'est un journal personnalisé pour une grand-mère, un grand-père, des grands-parents en fait. C'est tout simple, les petits-enfants et les enfants vont envoyer des photos à travers une application mobile et ces photos vont se retrouver mises en page de manière automatique dans ce petit journal qui va être envoyé au domicile du coup des grands-parents concernés. Donc ça peut être envoyé au domicile, mais aussi dans les EHPAD ? Absolument, ça peut être envoyé là où on veut. On travaille avec des maisons de retraite qui souscrivent à Familéo pour le bénéfice de leurs résidents, parce que le lien social est fondamental pour le bien vieillir. Et puis on a des milliers de petits-enfants qui souscrivent à Familéo pour le bénéfice de leurs grands-parents à domicile. Et dans ce cas-là, les gazettes sont imprimées et envoyées par la poste au domicile des grands-parents. Il y a combien de familles en France, dans le monde, qui utilisent Familéo ? 150 000, plus de 150 000 familles, soit plus d'1 million de personnes au final qui utilisent les applications Familéo pour envoyer des messages à leurs proches. Alors là, par exemple, dans cette gazette qui date de l'année dernière, en plein confinement, bravo, Isabelle fait un petit coucou à sa grand-mère, bien arrivée aux Philippines. Hâte de te raconter cela de vive voix. Bah voilà, pendant qu'on était tous confinés, Isabelle se la coulée douce. C'est une sorte de réseau social en fait. Oui, c'est un réseau social collaboratif familial, alors très privé, puisque l'objectif c'est d'envoyer des messages à une personne en particulier, à son grand-père ou à sa grand-mère. Ce qui fait d'ailleurs, on n'utilise pas Familéo de la même manière. On n'utilise pas Familéo pour expliquer et montrer sa vie aux Philippines, au monde entier. Oui. C'est d'abord un acte d'amour, presque, pour le bénéfice de son grand-père ou de sa grand-mère, lui dire qu'on l'aime et qu'on pense à elle. Alors c'est intéressant parce que cette photo aux Philippines, c'est pas le cas partout. C'est-à-dire que elle sirote un cocktail. Ouais, en plus, elle a beaucoup de chance. Non, mais nous, notre mission, c'est vraiment d'apporter des preuves d'amour. Et en fait, quelle que soit la photo, que ce soit aux Philippines ou alors tout simplement dans son bureau à Saint-Malo, à partir du moment où on envoie un message à sa grand-mère et qu'on lui dit qu'on l'aime, alors la mission est accomplie. Oui, c'est ça vraiment, parce que l'amour, ça s'entretient dans un couple, mais aussi en famille. Exactement, exactement. Et en fait, nous, ce qu'on voit à travers Familéo, comme le dit Hermel, c'est que ce qui est important, c'est de faire partager son quotidien à travers des petites attentions, des petits actes d'amour qui font dire en fait au lecteur de la Gazette, tiens, ma famille a pensé à moi, je me sens entouré, j'ai une famille, et c'est quelque chose qui donne au final du coup beaucoup de joie. À quelle fréquence est-ce que nos aînés reçoivent la Gazette ? Alors généralement, c'est mensuel. Mais ça peut être plus rapide. Dans les EHPAD, c'est souvent bimensuel, 2 fois par mois. Et puis, mais ça peut aussi être hebdomadaire. On a des familles, des serial lovers, qui sont très nombreux et qui envoient des gazettes toutes les semaines à leurs grands-parents. Donc là, je peux vous dire que le bonheur, il est sans commune mesure. Évidemment. Bon, alors, vous savez ce qu'on va faire ? Moi, vous m'avez donné envie. On va faire une photo et puis on va imprimer une gazette pour ma grand-mère. Elle sera contente. Donc, hop, petit selfie. Voilà, on sourit sous nos masques. Clac, et puis on va se retrouver. Bon, là, c'est un peu express, vous allez voir, mais la gazette sera probablement imprimée quand on se retrouvera. En 2 minutes. Dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. La magie de la télé, à tout à l'heure, Evan. Si vous êtes lycéen, étudiant en réorientation ou parent, la date du 8 avril est inscrite dans votre calendrier. C'est la date limite pour confirmer ses vœux sur Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Et avec le contexte sanitaire que l'on connaît, ce n'est pas toujours évident de faire ses choix. Regardez. T'es au point avec Parcoursup ? Non, j'ai plein de doutes. Quelle angoisse! Le 8 avril, les lycéens doivent finaliser leur dossier sur Parcoursup. Une source de stress supplémentaire pour cette génération confrontée à la crise sanitaire. Cours à distance, précarité et déprime ont poussé nombre d'étudiants à abandonner en 2020 leurs études en cours de route. Ils vont devoir se réinscrire, voire se réorienter sur cette plateforme, avec en tête la question des secteurs d'avenir.
Un tiers des étudiants et 40% des jeunes diplômés se disent très inquiets quant à leurs perspectives professionnelles. Et il y a de quoi. Un quart des entreprises auraient totalement annulé les recrutements prévus avant la crise. En ce qui concerne les stages et les alternances, une entreprise sur 2 a décidé de décaler les recherches de profils à plus tard. Au-delà de l'insertion professionnelle, cette génération s'interroge sur la finalité du travail et son utilité sociale, une préoccupation pour 61% des 18-24 ans. Et si la bonne perspective d'avenir, c'était de penser le monde d'après ? Beaucoup de questionnements, vous l'aurez compris. On poursuit la discussion avec Pascal Brasselet. Bonjour, vous êtes chef du service information et orientation au rectorat. Perrine Bontemps, vous êtes étudiante en master de journalisme à Sciences Po Rennes. Vous avez également lancé un podcast intitulé Jeunesse confinée. Et Justine Chancerelle, on parlera avec vous en deuxième partie de l'émission de l'habitat intergénérationnel solidaire. Bonjour à toutes et à tous. Alors on vient de le voir. Pas facile de faire ses choix d'orientation dans ce contexte sanitaire. Beaucoup d'inquiétudes chez les jeunes. On va commencer par écouter ce témoignage d'Emma. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis actuellement étudiante en terminale générale, option SES géopolitique, et l'année prochaine, j'ai décidé de faire une année de césure. Ça consiste pour ma part de partir 1 an à l'étranger pour y étudier la langue du pays, et par la suite revenir en France, reprendre mes études, dans l'optique de faire un master en école de commerce. La Covid-19 a vraiment impacté tous les étudiants, dont les bacheliers, puisque actuellement notre bac compte à 82% de contrôle continu et on nous répète presque tous les jours que du coup notre bac sera dévalorisé ou comptera moins qu'un autre. Et cette nouvelle attriste et énerve énormément. Pascal Brasselet, comment peut-on rassurer Emma sur cette idée répandue que le bac 2021 sera dévalorisé, tout comme on l'a entendu aussi pour le bac 2020 ? Alors, pour les lycéens, en fait, c'est compréhensible qu'ils s'inquiètent parce qu'en fait, pour eux, c'est une étape importante. En fait, après avoir travaillé tout le lycée, réussir l'examen du bac, c'est une reconnaissance finalement du travail accompli. Et puis, on a besoin d'étapes dans la vie avant de passer dans les études supérieures, de valider ces années lycée, c'est important. Maintenant, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Parce que finalement, personne ne se posera la question ensuite de la valeur du bac 2020, 2021, etc. Ce qui compte, c'est avoir le bac. Et à partir du moment où on a son bac, on continue d'avancer, personne ne regardera. Et d'ailleurs, les enseignants seront même plus attentifs. Tous les enseignants connaissent aujourd'hui la situation des lycéens, des étudiants, et donc tout le monde s'adapte aux difficultés rencontrées par les lycéens et les étudiants. Alors en tout cas, depuis mars 2020, la situation sanitaire pèse sur le moral de tous et d'autant plus sur les jeunes. Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique dans les collèges et les lycées pour accompagner les plus fragiles d'entre eux ? Alors, il faut savoir que l'orientation a toujours été une source de stress. Toutes les enquêtes le montraient déjà avant Covid. Maintenant, avec le Covid, on a un accompagnement qui a été de très bonne qualité, comme toujours par les enseignants, les psychologues de l'éducation nationale. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que lors de la première phase de formulation des vœux, il n'y a eu aucun changement par rapport aux années précédentes. Et dans tous les dispositifs d'accompagnement que l'on a, la nature des questions posées et le nombre de questions remontées est similaire aux années précédentes. Je pense qu'on a une grande différence entre ce qui se passe pour le milieu étudiant et le milieu lycéen. Pour les lycéens, ça a peu d'impact, et pour les étudiants, parce qu'il y a la projection dans l'avenir, là, ça a plus d'impact. Justement, Perrine Bontemps, vous avez lancé un podcast, Jeunesse confinée. Toutes ces angoisses dont on parle depuis tout à l'heure, on vous les a confiées dans ce podcast. Oui, tout à fait. Et pour le coup, j'ai plus interrogé des étudiants, ou en tout cas des jeunes adultes qui, justement, sont dans la recherche du premier emploi, viennent de finir leurs études. Et c'est vrai que ces inquiétudes, elles sont très, très présentes pour les personnes qui sont presque dans la vie active, mais qui n'arrivent pas forcément à y rentrer, notamment à cause de cette situation. Que redoutent plus les jeunes ? C'est le fait de ne pas trouver un travail ou de ne pas s'inscrire dans une voie dans laquelle ils s'étaient imaginés ? Je pense que c'est un peu un mélange, et c'est surtout une grande incertitude, que ce soit par rapport à leur avenir professionnel ou même par rapport à l'avenir tout court, en fait. Et vous alors, comment vous vous sentez par rapport à ça, vous personnellement ? C'est un peu compliqué, mais j'ai la chance d'être dans un master qui souffre pas forcément... Enfin, je suis en journalisme, mais du coup, c'est pas un secteur qui souffre particulièrement de cette crise, pas comme la culture, par exemple, qui est beaucoup plus impactée, donc ça va pour l'instant. Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs de cette phase, ça s'appelait à l'époque admission post-bac, le jour où il a fallu choisir une voie, s'inscrire dans des formations. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là ? Oui, je m'en souviens un peu. C'était un petit moment, mais c'était une source de stress déjà à l'époque, alors qu'il n'y avait pas du tout de Covid. Mais c'est un peu bizarre quand on est en terminale, avant même de passer le bac, de devoir réfléchir à toutes ces choses justement. Et
je crois que ça me semblait très loin à cette époque-là. Oui. Du coup, c'était un peu Qu'est-ce qui bizarre. vous a accompagné sur ce chemin-là? Vous avez fait ça toute seule dans votre coin ou est-ce que vos parents étaient présents? Non, je crois que j'ai fait ça plutôt toute seule. Enfin, mes parents me laissaient faire ce que je voulais. Ils ne voulaient pas influencer les choix que j'allais faire. Mais je me rappelle être allée à des portes ouvertes d'université, par exemple, et je m'étais dit, bon, ça a l'air sympa. C'était plus comme ça. Justement, cette année, il n'y a pas de portes ouvertes, ou en tout cas des portes ouvertes virtuelles, pas de salon étudiant. Comment on fait quand on voit que votre Parcoursup propose 18 000 formations? Comment on s'y retrouve, Pascal Brasselet? 18 000, Alors effectivement, on ne va pas toutes les consulter. Hein. Impossible. C'est pas conseillé. Non, en fait le lycéen, le jeune s'inscrit dans une trajectoire. En fait, il a suivi un certain nombre d'enseignements. Donc déjà, il y a des domaines entre ses aspirations et tout ce qu'il a appris. Et ensuite, on a des grands groupes de formation. Les licences, les écoles, les BTS, etc. Donc en fait, ça petit à petit, et on a un certain nombre d'outils sur Internet, des outils de l'ONICEP, la plateforme Parcoursup, qui guident de plus en plus. Et ensuite, il s'agit d'être accompagné pour affiner ses choix. Et là, c'est le travail de tous ceux qui les entourent, la famille comme l'école. Oui, est-ce que vous trouvez que cette année, les familles ont vraiment joué le jeu par rapport aux années précédentes où on a vu des parents qui sont davantage inquiétés, peut-être de l'orientation de leurs enfants, là où avant ils se disaient, bon, il y a la conseillère d'orientation, il y a les salons, il fera bien son choix? Eh bien, les études ont montré que finalement, les parents sont toujours extrêmement inquiétés de ce sujet-là et ils font partie des premiers interlocuteurs pour les jeunes. Donc encore une fois, cette année, et comme je le signalais, en fait, le fait que la formulation des vœux ne traduise aucun changement par rapport aux années précédentes, c'est une bonne chose. Ça veut dire que cet accompagnement a résisté à la distance qui s'est mise en place dans les établissements. Alors les lycéens ont donc jusqu'au 8 avril pour confirmer leurs vœux et compléter leur dossier sur la plateforme Parcoursup. Est-ce qu'il y a un élément fondamental auquel ils doivent penser dans cette dernière ligne droite? Alors un conseil. Un premier conseil, on a eu la phase de formulation des vœux, maintenant il s'agit de les confirmer. Alors confirmer, ça peut donner l'impression qu'il faut être vraiment sûr de son choix. Voilà. Et en fait, il n'en est rien. À moins que vous n'ayez vraiment pas envie de faire une formation, moi je conseillerais à tous les candidats de confirmer tous leurs vœux. Tout simplement parce que, contrairement à l'époque APB, où il fallait hiérarchiser, admission post-bac, où il fallait hiérarchiser ses vœux, là maintenant on ne hiérarchise pas ses vœux. Et donc, ils ont encore 2 mois de réflexion et ils auront la main jusqu'au dernier moment. Donc, ils confirment tous leurs vœux. Ce n'est pas à eux de s'autocensurer. Et on constate malheureusement que 70% des lycéens déclarent s'être autocensurés, avoir renoncé à certaines formations par eux-mêmes. Non, il faut laisser les formations, en fait, renvoyer leur avis sur la candidature et il faut confirmer tous ces vœux. Il y a une nouveauté que je n'avais pas, moi, à l'époque, et je pense Perrine non plus, c'est la lettre de motivation qu'il faut faire dès à présent sur Parcoursup. Des conseils à donner pour que ce ne soit pas un échec? Alors, il y a une petite nuance, en fait, ça s'appelle un projet de formation motivé. Et justement, ça n'a pas les codes d'une lettre de motivation. Voilà. Il n'y a pas de formule de politesse, il n'y a pas de date, on ne met surtout pas son nom. Non, il y a une phrase d'introduction, un développement, une phrase de conclusion, au maximum entre un quart et une demi-page. Il s'agit finalement d'expliquer pourquoi ce projet de formation vous motive. Et il y a des fiches en fait, d'aide sur la plateforme Parcoursup qui sont très bien faites, avec des conseils de tournure, des synonymes, voilà, pour l'organiser. Question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que les cours à distance mis en place à l'université en raison du Covid-19 vont avoir un impact sur les choix d'orientation des élèves? Parce que certains se disent je préfère quand même être en présentiel, il y aura plus de cadres. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on va avoir peut-être moins d'inscrits dans les universités françaises cette année? Alors pour l'instant, on n'en est qu'à la phase de formulation des vœux. Donc nous verrons comment va se dérouler la procédure jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, effectivement, on pouvait se poser cette question-là. Et on a regardé un petit peu ce qui s'est passé. On n'a finalement pas du tout ce type d'effet attendu. On constate cette année un léger tassement pour l'université, mais également en BTS, où les cours sont restés majoritairement en présentiel. Et on a un petit peu plus d'augmentation dans les écoles, alors que nombre d'écoles ont eu un enseignement à distance. En étant en présentiel en Master 1 à Sciences Po Rennes, ça change la donne? Est-ce qu'on vit mieux la période, Perrine Bontemps? Oui, après c'est vrai que j'ai de la chance parce qu'on est un des rares masters justement à avoir beaucoup de cours en présentiel. Et je vois la différence avec justement mes amis qui ont des cours à distance. C'est vrai que j'ai l'impression de mieux vivre la situation. Après, ça reste quand même compliqué parce que même si c'est en présentiel, c'est pas
comme avant, mais c'est vrai que je pense que c'est mieux. Qu'est-ce qui est compliqué dans le quotidien ? Tout ce qui est port du masque, distance sociale, il y a plein de choses auxquelles on doit penser et auxquelles on ne pensait pas avant, donc forcément ça complique un petit peu le quotidien. On ne va pas juste en cours comme ça. Alors l'année prochaine, c'est la fin de vos études, c'est ça, en juin 2022. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez renoncé en vous disant, là, avec le Covid, c'est compliqué. Déjà, vous avez dû renoncer à un stage l'année dernière. Pas totalement renoncer, mais... Pas totalement renoncer, mais bon, vos plans ont été contrariés. Qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui à mettre en œuvre, où on se dit, là, laisse tomber, c'est trop compliqué Partir à l'étranger, précisément. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Du coup, au début de la crise, j'étais en Argentine pour un stage. Je devais y rester 6 mois et je suis rentrée au bout d'1 mois et demi. Donc, c'est vrai que c'est une grande frustration. Et là, pour les stages que je dois faire cette année ou l'année prochaine, c'est vrai que je me suis dit, on va oublier l'étranger pour l'instant et on verra plus tard. Et même en restant en France, c'est compliqué de trouver un stage ? Oui, c'est compliqué. Après, le domaine du journalisme, je pense que ça a toujours été compliqué, donc je ne sais pas si ça a changé. Je peux le dire. mais oui, c'est vrai que c'est pas le plus facile. Mais en soi, je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre. Ouais. Et comment vous envisagez justement la fin de vos études ? Vous vous dites, vivement que je termine en juin 2022 et puis là, c'est le grand saut ? Ou est-ce que vous dites, là, je sais pas, peut-être que je referai une autre formation ou je ferai une année de césure comme Emma qui le disait tout à l'heure Non, ça j'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Mais non, j'avoue que je sais pas très bien comment j'imagine la fin. J'espère que je trouverai un stage déjà. C'est très très flou. C'est ça, c'est dans un an, ça va. Alors on constate aussi, Pascal Bracelet, la hausse des inscriptions sur Parcoursup pour tout ce qui est apprentissage. C'est quelque chose qui vous étonne ? C'est dans l'air du temps ? C'est accentué par le Covid ? En fait, ça a été une politique qui a été développée de promotion de l'apprentissage. On a eu effectivement une augmentation très importante et au-delà des attendus entre 2019 et 2020. Aujourd'hui, on a atteint quasiment 500 000 en général places en apprentissage à l'échelle de la France, un record. Et il n'y a pas que dans l'Ouest, c'est dans tout le territoire et dans tous les types d'entreprises. Et il y a 2 raisons à cela. En fait, une simplification des procédures administratives pour créer des formations d'apprentissage et un soutien aux entreprises qui embauchent des apprentis. Et donc, ça a été 2 accélérateurs de l'apprentissage. Et c'est l'assurance et la garantie aussi d'une expérience quand on sait que le marché du travail peut être compliqué aussi. Tout à fait. C'est une manière finalement d'apprendre autrement, directement par l'expérience dans une entreprise, et ce qui convient également à beaucoup de jeunes. Karine Bontemps, vous avez été tentée par l'apprentissage, vous, ou pas ? Je me suis jamais posé la question. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir participé à notre dossier du jour. Allez, on marque une pause pour aller retrouver Evan. Evan qui nous fait découvrir ce matin le projet Familéo. Et oui, regarde, Anne Fanter, il y a notre photo dans la Gazette, ça y est. On est beau, c'est rapide. Alors, Armel, venez avec moi. J'aimerais... Oui, attends, on était en direct, alors tout va bien. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez conçu Familéo, surtout que vous avez demandé l'avis avant au corps médical avant de vous lancer. Ouais, en fait, c'est parti d'une idée de mon associé, Tanguy. Et avec sa grand-mère, l'objectif c'était de répondre à un besoin qu'elle avait, d'avoir des nouvelles de sa famille. Alors, ils avaient commencé par une tablette, etc. Et puis en fait, elle s'est rendue compte, et ils se sont rendus compte que ce qui lui plaisait, c'était les lettres, les cartes postales, le format papier. Et en fait, suite à cette idée, on s'est dit qu'on allait voir de nombreux professionnels du grand âge pour bien comprendre comment on pouvait faire une solution qui réponde aussi aux impératifs des personnes âgées et évidemment des jeunes générations. Et tous vous ont suivi. Et en fait, on a été très surpris. Nous, on pensait faire quelque chose de plutôt ludique, sympa, mais ça allait bien plus loin. C'était quelque chose de quasi thérapeutique pour certains médecins, notamment, qui nous disaient que grâce à Familéo, on allait pouvoir faire travailler la mémoire cognitive, travailler grâce à notre photo, surtout. Exactement. Bon, on va justement aller en parler avec un médecin qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Ouais. Bonjour Tanguy. Bonjour Evan. Vous êtes docteur, gériatre dans plusieurs EHPAD et hôpitaux autour de Saint-Malo. Est-ce qu'un docteur, un médecin pourrait prescrire Familéo ? Oui. Ah. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai été tout de suite séduit par Familéo comme médecin gériatre. Et si je pouvais prescrire Familéo, si je pouvais faire des ordonnances de Familéo, je le ferais bien volontiers. Pourquoi ? Pour 3 raisons. Et Armel, on a déjà souvent parlé ensemble. D'abord parce que ça va, quand on se sent aimé, ça améliore la santé physique et mentale. Deuxièmement, parce que Familéo, on active tout ce qui est mémoire qui passe par les sentiments, mémoire affective. Et c'est bon pour les personnes âgées qui ont des troubles de la mémoire. Et troisièmement, aussi, ça va aider la relation de soins
entre les soignants et la personne âgée, surtout en EHPAD ou à l'hôpital. Donc peut-être un jour Familéo remboursé par la Sécu. On y travaille. On y travaille ensemble. C'est pas demain la veille, mais effectivement, ça aurait du sens. Surtout, il faut se dire qu'il y a des EHPAD qui ont carrément pris un abonnement pour que tous leurs résidents puissent en bénéficier. Peut-être que vous pouvez nous en parler un peu, Armelle. Oui, en fait, on a 2 modèles. Le premier qui a commencé en EHPAD, en maison de retraite globalement, qui consiste à offrir aux familles de leurs résidents un abonnement à Familéo. Donc l'EHPAD imprime, utilise vraiment la solution Familéo comme un outil, je vous le disais, un peu thérapeutique, mais voilà, de soins quotidiens. Et puis, on existe aussi en B2C. Donc là, c'est les petits-enfants directement qui souscrivent à Familéo pour le bonheur de leurs grands-parents. Et là, dans ce cas-là, on a un partenariat, on est très fiers, puisque les gazettes sont imprimées par En Direct, qui est une société qui travaille avec des personnes en situation de handicap. Et c'est eux qui impriment toutes nos gazettes, plus de 30 000 gazettes par semaine. Alors, on en reparlera tout à l'heure, ne dévoilez pas tout, on en reparlera un petit peu parce que vous fonctionnez vraiment comme un journal avec des dates de bouclage. Absolument. On en reparlera en fin d'émission. J'aimerais, tant qu'on vous a sous la main, Tanguy, est-ce que Familéo, des fois, ça peut venir se soustraire à une prescription, je dis n'importe quoi, mais d'antidépresseurs, par exemple? C'est une super question. Clairement, évidemment. Quand on est gériatre, quand on est médecin, on aimerait prescrire de l'amour, parce qu'on sait que l'amour fait du bien pour la mémoire, pour la santé physique et mentale. Mais là, peut-être, pour ce qui est de l'accompagnement des personnes âgées en EHPAD, c'est vraiment presque un outil thérapeutique. Je m'explique. En fait, quand l'aide-soignante va venir prendre soin de la personne, quand l'infirmière passe, etc., pour essayer d'aller au-delà du soin technique, la Gazette Familéo est un outil qui permet de discuter avec la personne, de sa famille, de stimuler sa mémoire et finalement de mettre en fait, de l'amour, de l'affection dans la relation de soins. Et on sait que ça, c'est extrêmement positif pour le bien vieillir. Donc c'est le meilleur des antidépresseurs, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va continuer à découvrir l'univers de Familéo. Vous allez voir qu'il y a toute une équipe aussi qui est dédiée aux familles pour les accompagner dans la conception de ces gazettes. Et d'ailleurs, ils recrutent. Vous pourriez peut-être bientôt venir travailler ici à Saint-Malo. On vous en parle tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et nous aussi, on continue à parler des liens intergénérationnels. C'est l'un des enseignements de la crise que nous traversons. Comment continuer à renforcer les liens avec les plus âgés d'entre nous? Tour d'horizon en chiffres et en images. Tu téléphones toujours à ton petit papy? Oui, on est devenus copains. Combien de temps durera cette belle solidarité? La gestion de la crise sanitaire et les mesures visant à protéger nos aînés provoquent des tensions avec une jeunesse qui se sent sacrifiée. 56% des Français craignent un conflit de génération entre les personnes âgées et les jeunes. Mais paradoxalement, la Covid a aussi généré un élan de solidarité sans précédent. Les jeunes se sont spontanément portés au secours des seniors et les plus âgés, quand ils le pouvaient, ont aidé les plus jeunes. Au-delà du cadre familial, dès le premier confinement, de très nombreuses initiatives ont vu le jour partout en France, que ce soit de façon organisée ou individuelle. Beaucoup de jeunes se sont portés volontaires pour aller faire les courses de personnes âgées. Pour rompre leur solitude sans leur faire prendre de risques sanitaires, des étudiants ont téléphoné à des seniors isolés. D'autres ont même créé des radios et des télévisions éphémères sur Internet, diffusées dans des EHPAD. Des milliers de lettres ont été envoyées, ainsi que des milliers de dessins d'enfants. Génération Covid, génération solidaire. Génération solidaire, car ensemble c'est mieux. Et des exemples en Bretagne, il y en a plein, comme Un toit, 2 générations. Bonjour Justine Chancerelle, vous êtes la coordinatrice du dispositif qui existe depuis 13 ans. Et le concept est très très simple. Alors l'idée c'est de mettre en relation en fait des jeunes de moins de 30 ans qui sont en recherche d'un logement avec des seniors de plus de 60 ans qui ont une chambre de libre à leur domicile. Voilà, donc en échange d'un toit, les jeunes vont rendre des petites aides, des petits services qui sont définis entre eux. Et comme ça peut être par exemple vider le lave-vaisselle, sortir le chien, aider dans l'apprentissage de l'informatique. Par contre, en aucun cas, le jeune ne doit remplacer une aide à domicile ou une femme de ménage. Alors 8 communes jouent le jeu à Lorient, ça fait même des bébés dans les Côtes-d'Armor. Est-ce que le Covid crée un engouement ou au contraire ça freine les adhésions avec toutes les règles sanitaires que l'on doit respecter ?
Finalement, j'ai été surprise de voir que les seniors continuent à s'inscrire. Ils souffrent encore plus de la solitude finalement. Les différents confinements qu'on a pu vivre les ont vraiment fait se sentir plus seuls et ils continuent à vouloir s'inscrire, à accueillir des jeunes. Par contre, les jeunes, on va dire que ça modifie un petit peu les conditions, on va dire. On avait essentiellement des étudiants qui nous contactaient et on va dire que ça se modifie un petit peu là-dessus par contre. Qu'est-ce qui leur fait peur, vous pensez ? Beaucoup de jeunes font à distance leurs études, donc restent chez leurs parents finalement. Donc on a plus de jeunes de demandeurs d'emploi ou des jeunes en formation ou en stage. Et vous le disiez, c'est une colocation gagnant-gagnant. Et qu'est-ce qui pousse les seniors à vouloir recevoir ces jeunes ? Ils sont prêts dans leur tête, ils se disent bon là c'est le moment de créer du lien. Oui, généralement ça fait un petit cheminement dans leur tête, ils voient une première information, ils y réfléchissent, ils en parlent avec leur famille et puis 1 an, 2 ans après ils s'inscrivent. C'est vraiment la principale demande, c'est une compagnie, une présence chez eux. Après il y a aussi envie de rendre service à un jeune, lui donner un petit coup de pouce. J'imagine que tout cela a fait naître de belles histoires. Oui, complètement, ouais. On a des super témoignages, on a des jeunes qui renouvellent 1 an, 2 ans, 3 ans. On a même un jeune étudiant qui a fait toute sa scolarité, licence et master comprises chez la même personne. Il y a même un senior qui a adopté un jeune à l'issue de cette colocation. Oui, ça c'est la plus belle histoire, effectivement. Oui, il fallait forcément la raconter. Donc c'est un senior qui était seul, sans enfant, et qui a décidé de se lancer... dans le dispositif d'accueillir un jeune qui, lui, n'avait plus de papa depuis de nombreuses années. Et puis finalement, au terme d'1 an de cohabitation, ils ont décidé de l'adopter, du coup. Donc, très belle histoire, ouais. Alors, en tout cas, il y a d'autres associations qui œuvrent également dans la même veine que vous pour tisser des liens entre générations. On va écouter ce témoignage. Nous faisons matcher et mettons en relation nos bénéficiaires âgés avec nos intervenants issus de générations différentes et passionnés d'art, de musique, de littérature ou autres, pour passer ensemble à la maison ou en maison de retraite des moments joyeux, des moments de vie. Dans ce contexte de crise sanitaire, ces échanges intergénérationnels procurent à nos bénéficiaires un moment de bien-être, de partage, une ouverture sur le monde extérieur. Et pour les plus désorientés d'entre eux, c'est un véritable repère, un lien avec la vie. En fait, ces rencontres entre générations gardent nos bénéficiaires en bonne santé. Tout est dit. Merci beaucoup Adèle pour ce témoignage. Alors Perrine Bontemps, ces initiatives à l'égard des anciens, vous en avez vu autour de vous ou entendu parler ? J'en ai entendu parler, oui, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de choses à ce sujet. J'avais entendu parler d'étudiants qui envoyaient des lettres, par exemple, dans les EHPAD pendant le confinement. Même les élèves en primaire. Est-ce que ce sont des choses que vous avez traitées, vous, dans vos études de journalisme sur cette couverture du Covid Non, pas spécialement pour le coup. Pascal Brasselet, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes sont beaucoup plus alertes sur le sort des plus âgés d'entre nous ? Oui et non. Enfin, j'ai pas vu d'effet particulier récemment, non. Alors, on parlait beaucoup des difficultés financières auxquelles sont confrontés les jeunes étudiants. Il faut savoir que se loger via votre dispositif, finalement, ça revient peu cher aussi. Oui, effectivement, ils participent juste aux charges à hauteur de 18 € par semaine. Donc, c'est très peu, c'est sûr. Après, il ne faut pas aussi que ça soit la seule motivation des jeunes. Il faut aussi qu'ils aient envie de vivre une expérience différente et qu'ils aient envie de rendre service à une personne âgée. C'est sûr que ce n'est pas un logement comme les autres. Et combien de personnes ont été hébergées en tout ? 97 jeunes en tout. On peut mieux faire, non ? Comment ? On peut mieux faire. Bien sûr, voilà. Le souci, ça reste de trouver des seniors. C'est toujours la problématique. Alors, est-ce que le dispositif, il est ouvert à tous en conditions de ressources ou est-ce qu'il... Il n'y a pas de conditions de ressources. Voilà, il faut, pour les seniors, avoir une chambre de libre à leur domicile et puis les jeunes, avoir moins de 30 ans. Alors, on parle des liens qui nous unissent, qui nous manquent tous ici, je pense, autour de cette table, c'est la vie sociale. Qu'est-ce qui est le plus dur pour chacun d'entre vous dans cette crise que nous traversons ? Ça fait 1 an maintenant ? Pascal Brasselet ? La spontanéité dans les moments de convivialité. C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir sortir naturellement, de ne pas pouvoir organiser un moment convivial sur le milieu professionnel, voilà, et la spontanéité dans tous les petits moments. Dès qu'on pense organiser quelque chose, tout le monde se dit est-ce que c'est possible, comment on va faire, etc. Voilà. Donc j'espère qu'on va pouvoir retrouver cette spontanéité rapidement. Bon temps, le plus dur à vivre en ce moment ? Moi, je pense que c'est la vie étudiante, clairement. C'est assez facile comme réponse, mais
C'est vrai que vu que j'avais arrêté mes études pendant quelques années et que j'ai repris l'année dernière, j'avais hâte de retrouver cette vie-là et du coup c'est un peu la déception à ce niveau-là, quoi. Justine Chancerelle. Moi je vais dire aussi la spontanéité, c'est vraiment, on a coupé court à toute spontanéité et il faut tout prévoir, tout calculer, c'est difficile. Est-ce qu'au fond de vous, vous pensez que ça va changer les choses, notre manière d'approcher l'autre? Est-ce que la bise, ce sera fini? Oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer dans notre façon de faire, certainement. Il y a des habitudes qui vont être oubliées. Certaines, c'est pas plus mal. C'est sûr que faire la bise à tout le monde, c'était peut-être pas nécessaire finalement. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que vous allez prendre des précautions le jour où tout rouvrira, où vous vous direz, bon là c'est bon, j'ai attendu tellement longtemps, c'est bon, j'y vais, je fonce. Faire une bon temps. Je pense que ça sera un peu entre les deux. Oui, je pense que les précautions, on va les garder encore un moment, même si ça réouvre, forcément, on aura été marqué par cette année un peu particulière. Donc oui, on fera attention. On fera attention, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Justine Chancerelle pour cette belle initiative. Et comme chaque jour, priorité à l'emploi dans Ensemble c'est mieux. On s'est intéressé aux jeunes, mais si vous aussi vous êtes à la recherche d'un emploi, sachez que dans la profession des techniciens d'essai, on recrute. De quoi s'agit-il? Voyez cette image. Le M, c'est pour le X, 13-14. Je m'appelle Natui Darwin Nguyen, j'ai 34 ans. Je suis agent chargé des essais en signalisation ferroviaire depuis 7 ans. Mon métier consiste en un mot à assurer la sécurité des circulations des personnes. En général, on a deux grandes phases de travail, une phase de préparation et une phase d'exécution. Natui ? Là, en fait, c'est ce qu'on appelle le schéma de signalisation. Nous, les essayeurs, quand on commence à travailler sur une installation, on prend ce document comme référence et à partir de ce document, on réalise notre propre analyse par rapport aux demandes de l'exploitation. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on part sur le terrain. On vient toujours travailler avec les programmeurs, les plans techniciens, les DEX, les travaux. Et à chaque moment, on interagit avec les autres. C'est la coordination de l'ensemble de tous ces métiers-là qui fait qu'on pallie réellement les risques ferroviaires, en fait. Les signaux transitent par ce poste technique avant d'aller sur le terrain, allumer les feux en campagne, par exemple. Les aiguillages, c'est pareil. Leur alimentation part d'ici. On ne peut pas se permettre du 99% de résultats corrects. On doit 100% de résultats corrects. Souvent, c'est dans les 1% qui restent. Si on se loupe là-dedans, ça peut arriver à un accident de personnes. Et c'est quelque chose qui nous maintient toujours en éveil. Ok, tu peux remettre ? On a une certaine méthode, on a une certaine routine qui est établie, mais chaque chantier est différent. Et chaque chantier, c'est une occasion d'apprendre. À long terme, je m'orienterai plus vers la transmission, le métier de professorat. Pour l'instant, je n'ai rien encore décidé, mais la transmission me tient à cœur et je pense que j'ai envie de repartager ce qu'on m'a donné, en fait, tout simplement. J'ai vraiment la liberté d'action de ce que je fais. J'ai la responsabilité que je recherche dans un travail. J'ai la richesse intellectuelle que je cherche aussi dans un travail. La cohésion d'équipe. Il n'y a pas à dire. Bon, ça a l'air de bien fonctionner. Et au-delà de tout, on a le sentiment aussi de service public parce qu'on travaille réellement dans la sécurité et même si on a des contraintes, mais avant tout, la sécurité des voyageurs, on ne met jamais, 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 jamais en cause. C'est notre essence en fait. Voilà pour ce portrait. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site pôle emploi.fr. Allez, partons jeter un dernier coup d'œil du côté de Saint-Malo où Eva nous fait découvrir ce matin Familéo. Elle est dingue, cette gazette, Anne Fanté, dedans. On en voit même une photo de toi en train de faire ton footing sur la plage ce week-end. Ça va, pas trop de courbatures? C'est pas possible. Bon alors, si vous nous rejoignez, Familéo, c'est une gazette sur mesure créée par les familles pour leurs aînés. Armel, Tanguy, expliquez-nous comment est-ce qu'elle est conçue, cette gazette. C'est un peu comme un journal, en fait. Exactement. En fait, elle va être mise en page par nos soins, puis envoyée généralement le dimanche soir à notre imprimeur. Armel en parlait tout à l'heure, qui s'appelle En Direct. C'est une entreprise adaptée qui fait donc travailler des personnes en situation de handicap. Et donc, En Direct va récupérer les gazettes sous format PDF, va les imprimer, va les affranchir en tarif rapide, et ça partira sous 2 jours à l'ensemble des familles, du coup, et à l'ensemble des grands-parents, pour que ça soit dans leur boîte aux lettres plutôt en fin de semaine. Donc, voilà. Vous avez réussi à constituer un réseau dans toute la France. Exactement, il y a aujourd'hui 6 agences en direct qui travaillent avec nous. Donc c'est parti de Rennes et puis aujourd'hui il y a Lorient, Saint-Brieuc, Boulogne, Dijon, Lyon. Et puis vous avez aussi une équipe en Espagne, vous me disiez.
Exactement, il y a 3 personnes qui sont à Barcelone depuis près d'1 an et donc qui s'occupent aujourd'hui de déployer Familéo auprès des maisons de retraite et puis auprès des particuliers, comme on a pu le faire en France. Bon, on vous souhaite qu'un jour Familéo envahisse le monde, voire l'espace, on ne sait pas. C'est très tendance en ce moment. Alors, ce mur, il est vachement sympa parce que vous parlez de lien depuis le départ et c'est vrai que les personnes âgées qui reçoivent Familéo, vous créez du lien aussi avec vous. Il y a plein de petits courriers de vos clients, expliquez-nous peut-être. Écoutez, ça c'est un peu le moteur de notre motivation, j'ai envie de dire. C'est vraiment des courriers qu'on reçoit de la part de lecteurs de la Gazette qui nous envoient avec des belles écritures manuscrites, en fait, qui nous témoignent en fait, du bonheur qu'elles ont en lisant ces petits journaux. Et donc on aime les mettre ici pour que tout le monde puisse les voir. Il y a aussi un super soutien, c'est Barack Obama qui lit Familéo. Alors, oui, soutien de la première heure, Barack Obama. On précise, c'est un montage, vous avez beaucoup d'humour. Alors, on va maintenant vous présenter cette salle, venez avec moi. Bonjour tout le monde, continuez à travailler. Il y a combien de personnes qui travaillent chez Familéo? Aujourd'hui, il y a presque 40 personnes qui travaillent ici. Et vous recrutez sans cesse? Et on recrute sans cesse, oui, on est en pleine croissance et on a besoin de talents qui viennent de partout, notamment de la région parisienne qui veulent quitter le marasme parisien. Eh bien, on les accueille bien volontiers. Bon, sur si des vous postes, avez des gens dans votre famille qui vivent à Paris ou ailleurs d'ailleurs, qui veulent vivre, des développeurs informatiques, des commerciaux, des stars du marketing, de la communication, du support client, on recrute beaucoup parce qu'on a une croissance qui nécessite d'avoir du monde. Et en plus, on a un cadre de vie à Saint-Malo qui est quand même sans commune mesure. On est à 3 minutes de la plage, on a plein de choses à offrir. Non, c'est à l'ère des réseaux sociaux qui sont contrôlés par des géants américains et aussi à l'ère du numérique où le papier on pourrait croire le papier disparaîtrait, mais en fait non, c'est tout l'inverse si j'ai bien compris. Exactement. Bon, en tout cas, nous, on voit cette Gazette qui apporte beaucoup de bonheur et qui amène aujourd'hui plus d'1 million de personnes à l'utiliser. Donc, on en est ravis. Et alors, vous faites aussi des box, et on terminera là-dessus, pour offrir Familéo, qui on veut, en fait, c'est ça. Exactement. Donc ça, c'est un coffret cadeau. Elle est beaucoup utilisée au moment des fêtes, au moment de Noël, pour pouvoir offrir quelque chose de concret à ses grands-parents. Et donc, à l'intérieur, il y a un abonnement de 6 mois pour une Gazette tous les mois. Voilà. Et bien justement, Anne Fantet, je t'offre cet abonnement pour que tu puisses recevoir tous les mois une Gazette qui te racontera ma vie. Voilà, tu seras ravi. C'est ton cadeau. Et justement, ça m'intéresse vraiment, sans déconner. C'est quoi les prix? Les tarifs, brièvement. Alors les tarifs en abonnement B2C pour les particuliers, c'est 5,90 € par mois pour toute la famille. Donc c'est vraiment pas très cher. Tout le monde en plus peut se partager le prix via une cagnotte qu'on avait créée. Donc non, on est sur un tarif très abordable. 5,90 € par mois, voilà, tu vois, mais moi je te l'offre parce que tu es ma copine, tu es gentille. Merci beaucoup, j'espère que tu le feras vraiment. Merci Evan, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Demain, dossier sur la PQR, nous irons à la rencontre de nos confrères de Ouest France. Comment traversent-ils les bouleversements liés au numérique? À suivre dans quelques minutes votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3.